Vous êtes très nombreux à me laisser des commentaires sur les différentes vidéos de ma chaîne. Et j'ai remarqué qu'il y a 3 mots qui reviennent fréquemment. DTU, normes et prix. Et là, il y a un peu de tout. J'ai retenu 2 choses. La première, ouais, les DTU, c'est fait par des bureaucrates planqués dans des bureaux qui n'y connaissent absolument rien. Et cette expérience, elle est issue de quoi? Du savoir-faire. C'est-à-dire le savoir de nombreux ingénieurs, chercheurs, fabricants. Et le faire, c'est tout simplement le retour d'expérience de nombreux pros qui sont présents sur le terrain. Et quand on réunit tout ce beau monde, ça donne les DTU. Mais il y a aussi une autre affirmation qui revient. Ouais, mais si on respecte les DTU, ça explose le budget. Eh bien, vous savez quoi? Je vous propose de chiffrer ensemble un chantier de différentes manières. Et on va voir s'il y a un respect strict des DTU. Eh bien, ça explose ce fameux budget. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, c'est Lumi. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère franchement que vous portez très bien malgré ce satané virus. Tôt ou tard, on va lui faire sa fête à cette merde de virus. Mais en attendant, je vous propose une nouvelle série de vidéos. Caroline terrasse avec un support en dallage béton armé. Combien ça coûte? Je vous rappelle que vous avez de disponible sur ma chaîne une série de 3 vidéos où je vous explique comment caroler en extérieur. Et le support, c'est un dallage en béton armé. Comment va se dérouler cette série? Il y aura 2 vidéos. La première, on va partir sur les bases, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait un prix? Pour beaucoup de gens, il y a 2 facteurs. La main-d'œuvre, les matériaux. Ouais, d'accord. Ça fait 2 facteurs. Moi, j'en compte 7. Et ces 5-là, je peux vous garantir qu'ils ont leur importance. Ensuite, dans la vidéo 2, on va chiffrer un chantier. Et on verra combien ça coûte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelque chose qui me tient à cœur. L'association de cette vidéo se nomme ARSLA. Elle est spécialisée dans la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone. Cette maladie est plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Donc là aussi, pareil, dans les commentaires épinglés dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui mènent vers cette association. J'avais posté sur mon onglet communauté un sondage où je vous posais la question: je souhaite caroler une terrasse de 12 mètres carrés. À votre avis, si je respecte les DTU, est-ce que j'explose le budget? Eh bien, on va voir vos votes. Vous avez été 790 personnes à voter pour ce sondage. 13% ont répondu oui, cela coûte bien plus cher. 41% ont répondu oui, mais le surcoût n'est pas mirobolant. 11% non, c'est le même prix. 35% non, ça coûte même moins cher au final. Je m'attendais à ce que le oui, ça explose le budget l'emporte largement. Et finalement, pas du tout. Comme quoi, j'ai aussi décidé dans certaines de mes vidéos que j'allais intégrer vos commentaires. Et là, on va lire le commentaire de Geekness. Je dirais qu'il y a tellement de variables à en prendre en compte, aussi bien pro que particulier. L'objectivité de chacun, suis-je vraiment capable de le faire? Les bonnes pratiques, ai-je bien toutes les informations pour cette réalisation? La rigueur qualité, est-ce que je veux l'approximatif ou un super résultat? Du coup, pour ma part, cela élimine la question argent. Sauf si des personnes ne sont vraiment pas pointilleuses et se moquent du résultat. Soit j'ai le budget, soit je ne l'ai pas. C'est pas faux, c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici le chantier que l'on va chiffrer. Alors, le travail à réaliser, caroler cette terrasse. La première des choses que l'on va faire, c'est connaître les particularités de ce chantier, à savoir les dimensions de la terrasse. Donc on a une longueur de 4 mètres, une largeur de 3 mètres. Un premier conseil, attention à cette largeur de 3 mètres. Alors ça, c'est un conseil à titre perso. Une terrasse de 3 mètres de large, je trouve que c'est limite. C'est-à-dire quand vous voulez mettre une table, vous recevez du monde, c'est très très limite. Je vous encourage plutôt à réaliser une terrasse d'une largeur de 3,50 m minimum. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre expérience. Si 3 mètres pour vous c'est suffisant, finalement non c'est pas, 3,50 m c'est mieux. Vous avez les commentaires pour vous exprimer. Le support, donc ici je pars sur un dallage en béton armé qui se situe à l'extérieur. Je pars du principe que ce support, il est nickel. Je vais chiffrer ce chantier de 3 manières, dont une manière où je me fiais uniquement au NFDTU 52.2. Là, 2 points importants à clarifier. Le premier qui concerne le DTU. Il est composé de plusieurs cahiers, 5 au total. Ici, c'est un sol extérieur qui nous intéresse. La référence, c'est le NFDTU 52.2 P1-1-3. Donc faites attention à ne pas confondre avec le cahier pour les murs intérieurs ou le cahier pour les murs extérieurs. Et vous avez été nombreux sur cette série de 3 vidéos à me parler des nattes. Quel est l'intérêt d'aller poser une natte alors qu'on est autorisé à caroler sur un dallage en béton armé, en extérieur? Quel est l'intérêt à part faire exploser le budget? Vous voyez, là c'est pas le DTU qui explose le budget, parce que regardez ce qu'il dit le DTU. Tout ce
qui est nat, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Le type de carrelage à poser, ici je suis parti sur un format 30-30, sur une pose droite à joint aligné. La caractéristique du terrain, ici le niveau du terrain naturel est plus bas que la terrasse et ce terrain est en pente. Et le personnel, donc qui va travailler sur ce chantier? Là je suis parti sur une personne en entreprise ou un particulier seul. 7 facteurs qui vont faire le prix de cette terrasse. On distingue 3 types de main-d'œuvre. La professionnelle, donc si vous faites appel à une entreprise, la particulière, si vous réalisez vous-même les travaux, ou un mixte des deux. Là, j'ai classé ces 3 types de main-d'œuvre selon l'importance du prix. En premier, on va voir le particulier. C'est lui qui va dépenser le moins cher, vu qu'il ne paye pas de main-d'œuvre. Le deuxième, ça va être un mixte pro-particulier. Et ce qui va coûter plus cher, c'est de faire appel à un pro, à une entreprise. Côté prix, là, c'est clair, le particulier a clairement l'avantage. Mais attention, car comme le dit Geekness, est-ce qu'il a la bonne information pour faire du bon boulot? Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, on va voir le facteur numéro 2. Donc là, il faut bien distinguer les deux. Par exemple, un matériau, ici, ça sera le carrelage. Les produits de mise en œuvre, ça sera par exemple un mortier-colle. Là, pour chiffrer ce chantier, je ne tiens pas compte du carrelage. En revanche, je vais uniquement compter les produits de mise en œuvre. Ici, qui est le plus avantagé côté prix, le pro ou le particulier? J'ai envie de dire le pro, voire c'est kiff-kiff. Pour moi, ici, le pro a l'avantage sur le prix, oui et non. Pourquoi? Admettons qu'un particulier désire réaliser lui-même les travaux et qu'il y a de gros achats à faire en matériaux. Vous pensez que le fournisseur pro ou le vendeur pro, il va réagir comment? Au début, il va faire un petit prix, mais il suffit qu'il y ait un de ses concurrents qui fasse des prix artisans. Du coup, ce particulier risque de se retrouver avec pas mal de prix artisans. Donc moi, à titre perso, ça ne me dérange pas. Pourquoi? On est dans une relation business commerciale. Donc le but d'un vendeur, c'est de vendre. Donc si c'est pour vendre une grosse quantité à un particulier, il doit faire des prix artisans, eh bien il le fera, faut pas se leurrer. Maintenant, on va voir le facteur numéro 3. Qui est souvent très négligé par les particuliers. EPI, c'est l'abréviation d'équipement de protection individuelle. Pour carreler cette terrasse, une personne qui a strictement aucun outillage, même pas un crayon, un mètre ruban, en outillage, ça va lui coûter 500 € minimum, et en EPI, 90 €. Et là, je suis parti sur les premiers prix. Qui est le plus avantagé ici? C'est clairement le professionnel, par rapport au particulier. Alors là, je ne vais pas m'attarder sur cette liste d'outillage et d'épis. Ce que je vais faire, en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo, je vais vous mettre tout l'outillage nécessaire et les épis pour réaliser cette terrasse. Je vous propose de lire un commentaire de Eric. Moi, je n'ai pas les moyens de me payer un pro digne de ce nom. Donc j'étudie, je réfléchis, et si je suis capable, je fais évidemment suivant les normes. Je lésine pas sur les matériaux et je prends mon temps et surtout, je fais pas de la merde. J'en ai eu fait, auparavant, j'ai mûri. Bref, un grand merci aux youtubeurs artisans qui partagent leur savoir. Alors là, attention, ne recopiez pas forcément ce que vous voyez en vidéo. La grande majorité recopie ce qu'ils voient en vidéo. Et ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ce pro, il travaille comme ça. Un exemple qui me concerne. Vous avez de disponible sur ma chaîne une série de 24 vidéos où je vous montre la réalisation sur chantier d'une salle d'eau avec une douche à l'italienne. Dans cette série, on peut me voir réaliser une protection à l'eau sous carrelage sur tous les murs. Au sol, utiliser une membrane de désolidarisation. Et là, le problème, c'est que les gens, au lieu de se poser la question pourquoi je fais ça, ben non. Il y en a une grande majorité, ils recopient ce que je fais. Le but de ma chaîne, c'est d'informer. Et le problème, c'est que je me rends compte que quand je fais des vidéos chantier, les gens ne cherchent pas à comprendre, ils recopient bêtement. Mon meilleur conseil que je peux vous donner quand vous regardez des vidéos sur Internet, au lieu d'aller recopier bêtement ce que vous voyez, essayez de comprendre d'abord pourquoi cette personne fait ça et surtout, veillez à avoir la bonne information. Maintenant, on va voir le facteur 4. Pour un carrelage avec un format 30-30, on distingue 4 types de poses principales. Attention, il en existe d'autres. La pose droite à joint aligné, la pose droite à joint décalé, la pose en diagonale à joint aligné et la pose en diagonale à joint décalé. La pose droite à joint aligné est la moins chère, la pose en diagonale à joint décalé est la plus chère. Ici, on part sur une pose droite. Je décide de partir de cet angle. On est en extérieur, donc on part sur un joint de 5 mm minimum. Regardez ce schéma. Là, je n'aurai pas des coupes, c'est-à-dire j'aurai que des carreaux entiers. En revanche, dès que je vais arriver ici, à la fin de ma pose, j'aurai des coupes. Le problème pour cette terrasse, ici, je vais avoir une coupe de 3,5 cm. Donc, dans un carreau non rectifié, je vais pouvoir découper 2 bandes. En revanche, dans un carreau rectifié, je vais pouvoir couper plusieurs bandes. Donc ici, j'ai de la perte en carrelage et j'ai un peu plus de travail parce que c'est des coupes. Mais ça
C'est le plus simple. En revanche, si je décide de partir de l'axe de la baie vitrée, là je n'ai plus 2 côtés où j'ai des coupes, mais j'ai 3 côtés. Et si je prends ce côté par exemple, j'arrive en fin de pose avec une coupe de 16,75 cm. Je me récupère ma coupe, et le problème c'est que là il me reste 13,25 cm. Ils servent à quoi cela? Ben rien du tout. On a la pose en diagonale, donc ici je pars de ce côté de la terrasse, et comme on peut le voir, là j'ai des coupes sur 4 côtés. Vous voyez, déjà au niveau de la main d'œuvre, eh ça a coûté plus cher. Petite astuce, ici je suis sur un format de carreau de 30-30. Donc du coup, le simple fait de le couper en diagonale, là, ce que vous voyez là, ces 2 chutes, c'est un carreau en fait. Là aussi. Donc j'ai envie de vous dire, ces coupes sont faciles. Mais elles sont faciles pour quelqu'un qui a l'habitude. En revanche, un particulier qui n'a jamais fait de carrelage, qui se lance dans ce type de pose, regardez ici. Je peux vous garantir que les casses sont fréquentes. Et on termine par la pose la plus chère. Et là, regardez le nombre de coupes. Là. Donc ici, j'atterris avec ce type de coupe. Là, un tout petit triangle, une autre coupe qui n'a rien à voir avec celle-ci, un triangle un peu plus grand. Là, j'ai envie de vous dire, moi, personnellement, en tant que pro compétent, aux coupes carreaux, je l'ai réussi. En revanche, ce genre de coupe, je peux vous garantir que les particuliers, la meuleuse est reine. Le type de pose et le calpinage, qui soit réussi ou pas, peut fortement influencer la consommation au carrelage, donc le prix peut augmenter, et la main d'œuvre, on passera moins de temps sur une pose droite à joint aligné que sur une pose en diagonale à joint décalé. Donc là, j'ai envie de dire, le professionnel est au même niveau que le particulier. Le pro et le particulier, c'est qu'il kiffe au niveau de la pose. Vous pouvez avoir un pro qui s'en fout complètement et qui va commencer là où ça l'arrange, un autre pro qui va être consciencieux, et au niveau du particulier, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir un particulier qui n'a rien à branler, qui va commencer parce qu'il a lu sur Internet, il faut commencer à partir de l'axe de la baie vitrée, et un autre particulier qui, lui, va prendre le temps de réfléchir. Donc là, au niveau de l'avantage de la pose et du calpinage, c'est kiff-kiff bourriquette. Et maintenant, on va voir le facteur numéro 5. Là, j'ai envie de vous dire, la campagne, c'est nickel. La ville, c'est vraiment merdique. Alors ici, j'ai envie de vous dire, l'accès au chantier, pour cette terrasse, n'a pas trop d'importance. Pourquoi? Parce que si le maçon a réussi à couler un dallage, logiquement, le carreleur devrait avoir un accès facile. Je vais vous donner un exemple concret d'un accès qui peut fortement augmenter le prix. Vous avez le disponible sur ma chaîne une série de 11 vidéos où je vous montre la pose d'un carrelage 60-60 dans une maison individuelle neuve. Imaginez que notre client ait exactement la même surface. Sur ce chantier que je vous montre qui est situé à la campagne, j'ai un accès au top. Imaginez une personne qui a le même chantier, exactement la même surface à réaliser, mais le problème, son chantier il est où? En ville. C'est-à-dire une voie à sens unique, où il y a 2 trottoirs réservés aux piétons, il est dans un appartement situé au dernier étage, il n'y a pas d'ascenseur. Et bien vous allez dire, ouais mais Lumi, t'as la même surface et le même prix. Et bien je peux vous garantir que le prix ne sera pas du tout au même, parce que la manutention, va falloir se la farcir. Donc l'accès au chantier est un facteur important qui peut influencer grandement le prix. Maintenant, on va voir le facteur numéro 6. Chaque chantier est unique. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Ici, je vais vous prendre un exemple. On est en présence de 2 maisons mitoyennes, donc de 2 propriétaires, et ces maisons sont identiques. Ces 2 proprios ont des travaux carrelage, donc ils font appel à un même professionnel. Le premier propriétaire propose au pro uniquement de carreler la terrasse. En revanche, le deuxième propriétaire, lui, propose au pro de carreler la terrasse, mais l'ensemble de la maison et de la salle d'eau ou de la salle de bain. À votre avis, qui aura le meilleur tarif niveau carrelage? Finalement, ces 2 propriétaires décident de réaliser eux-mêmes leurs travaux. Donc, ils vont voir un vendeur de carrelage et de produits de mise en œuvre. Le premier propriétaire, il veut juste du matos pour carreler sa terrasse. En revanche, le deuxième proprio, lui, il veut du matos pour l'ensemble de sa maison. À votre avis, au niveau des vendeurs, qui c'est qui va avoir le meilleur prix? Il faut bien retenir cette notion. Chaque chantier est unique et je dirais même, on est sur du sur-mesure. Et on va voir le 7e et dernier commentaire. Donc, on distingue 3 types de travail. Le travail non conforme, le travail conforme, le travail au top. Je vous propose de lire le commentaire de Philou Phil. Le coût entre faire bien et de la merde est presque le même, et ça coûte moins cher sur le long terme. Tout casser et recommencer dans 5 ans, ça fait payer 2 fois la même chose, avec l'emmerdement en plus. La tendance pour les clients, c'est quand même d'acheter un prix et non pas un produit ou un service. Un prix bas leur offre une satisfaction immédiate. La satisfaction sur le long terme, ils se le découvrent avec plus ou moins de bonheur avec le temps. Alors là, j'ai envie de dire, Philou, tu as parfaitement résumé cette série de 2 vidéos. Mais parfait. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie 2 prochainement. Voilà pour cette première vidéo de cette série. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre, ou du moins vous donner quelques infos, comment on fait un prix. Et vous voyez, c'est loin d'être évident. Dans la deuxième vidéo, on va parler chiffres, pognon, sous-sous, ce que vous voulez.
comment on facture une main d'œuvre, à combien elle est facturée, etc. Portez-vous bien et quant à moi, je vous dis à plus.